Il semble que Brian Hooker soit en liberté. Le voici en train d'être libéré de prison au poste de police de Freeport, aux Bahamas, plus d'une semaine après la disparition de sa femme à l'étranger. Cette vidéo provient de Fox News. Alors, que se passe-t-il maintenant? Lynette Hooker est toujours portée disparue. Elle a essentiellement été projetée hors du canot pneumatique au milieu d'un petit coup de vent, avec des rafales d'environ 20 nœuds qui sont soudainement apparus, et sur une distance d'environ un demi-mile, peut-être en essayant de revenir au canot. Tout a échoué, absolument tout. Nous ne portions pas de gilet de sauvetage. C'est Brian Hooker, dans ses propres mots, racontant à des amis ce qu'il dit s'être passé avant son arrestation. Nous avons interrogé ceux qui ont enregistré cette conversation. Ils expliquent pourquoi certains aspects de l'histoire de Brian leur ont laissé encore plus de questions sur ce qui s'est passé sur l'eau. Vous regardez On the Case, présenté par Law and Crime, je suis Chris Stewart. Salut à tous, juste un mot rapide, merci de suivre cet épisode de On the Case. Nous pouvons vous raconter cette histoire grâce à notre incroyable partenaire Morgan & Morgan. On the Case est l'une des meilleures émissions de True Crime sur YouTube, tout comme Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en blessures aux États-Unis depuis plus de 35 ans. Ils se battent pour les gens et ils ont récupéré plus de 30 milliards de dollars pour leurs clients. La preuve, c'est leur bilan. Plus de 1000 avocats répartis dans une centaine de bureaux à travers tout le pays. Faire appel à Morgan & Morgan, c'est comme engager une armée pour défendre vos intérêts, une équipe déterminée à obtenir la compensation que vous méritez. Tous les cabinets d'avocats ne se valent pas. Engager le mauvais cabinet peut vous faire perdre d'avance. En cas de blessure, consultez Morgan & Morgan. Leurs honoraires ne sont dus qu'en cas de victoire. Pour en savoir plus, visitez fortpeople.com/OTC ou cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code à l'écran. Eh bien, ce soir, Brian Hooker sort d'un commissariat de police des Bahamas où il a passé le week-end après avoir été arrêté en lien avec la disparition de sa femme. Voici Hooker avec son avocat à ses côtés devant le commissariat de police de Freeport. C'est selon Fox News. Brian était en garde à vue depuis la semaine dernière car il a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur la disparition de sa femme, Lynette Hooker. Maintenant, par l'intermédiaire de son avocat, Brian a déclaré qu'il est innocent et qu'il n'y a eu aucun acte criminel lié à la disparition de Lynette. Son avocat, Terrell Butler, a déclaré ce soir aux journalistes que la police n'avait aucune preuve et n'avait d'autre choix que de libérer son client. Nous sommes tous bouleversés. En fait, personne ne va vraiment bien. Je veux dire, c'était ce qu'il y avait de mieux dans cette relation, franchement, vous savez. Et je garde la foi, c'est tout ce qu'il me reste. Vous savez, et c'est incroyable. Maintenant, ça, c'est Brian, dans ses propres mots, au téléphone avec un ami après la disparition de Lynette, dans la nuit du 4 avril. Cette conversation aurait été enregistrée avant que Brian ne soit arrêté quelques jours plus tard. Et vous allez entendre dans un instant le couple qui a enregistré cette conversation des amis de Brian et Lynette Hooker. Les Hooker vivent sur leur bateau Soulmate et ils documentent leur vie sur les réseaux sociaux, naviguant vers certaines des plus belles plages du monde. Tôt lundi matin, l'avocat de Brian nous a dit que la police avait demandé à l'interroger de nouveau au sujet de ce qu'il affirme être arrivé à Lynette samedi soir. Et c'était son deuxième interrogatoire officiel par la police depuis qu'il était en garde à vue. Son avocat nous a dit que la police ne pouvait retenir Brian que jusqu'à environ 19h30 lundi soir sans l'inculper. Et ce délai est passé. Et Brian a été libéré et aucune charge n'a été retenue contre lui. Suite à la libération de Brian Hooker de la garde à vue ce soir, la police royale des Bahamas a publié ce communiqué. Cela disait en partie que les procureurs ont demandé qu'aucune charge ne soit retenue pour le moment en attendant les résultats des enquêtes futures. Voici maintenant des photos que l'ami de Brian nous a envoyées, affirmant que Brian a fait des captures d'écran de l'endroit où il dit que Lynette a disparu. Et vous pouvez voir que cela montre le trajet que Brian dit que son canot a pris, avec cette ligne rouge. Blaine Stevenson, qui a enregistré cette vidéo, nous a dit que l'eau à l'endroit où Brian a dit que Lynette avait disparu, soi-disant tombée par-dessus bord de ce canot, était relativement peu profonde, entre 1,20 m et 2,10 m de profondeur, selon la marée. Voici ce qu'il aurait dit à son ami au téléphone à propos de ce qui s'est passé. Brian a dit qu'il était parti avec Lynette sur ce canot vers 19h30. Ils étaient dans un bar. Ils tentaient de rejoindre leur voilier dans des conditions difficiles. Voici ses propos.
Elle a essentiellement été projetée hors du canot, au milieu d'une petite rafale, avec des vents d'environ 20 nœuds qui se sont levés soudainement. Et sur un trajet de peut-être 3,5 km pour retourner au canot. Et ça a échoué. Absolument tout. Nous ne portions pas de gilet de sauvetage. C'était le coucher du soleil, et le soleil s'est couché, en gros 10 minutes après qu'elle soit tombée à l'eau. Le coupe-circuit de l'annexe était avec elle parce qu'il n'était attaché à rien ni à personne. Et elle avait la clé de rechange du dinghy dans son sac étanche, qui était avec elle. Encore une fois, ces conditions étaient loin d'être idéales pour rejoindre leur bateau sur une annexe de 2,60 m avec un moteur à l'arrière. Les vents atteignaient jusqu'à 40 km/h. Le vent nous a séparés si rapidement que je pense qu'elle a essayé de nager jusqu'au voilier, jusqu'à notre voilier, qui était probablement, je ne sais pas, à environ 900 mètres ou quelque chose comme ça. Mais les vagues faisaient 1 mètre, et j'essayais de mettre les rames en place, et l'une des goupilles des rames s'est cassée et est tombée par-dessus bord, et je criais son nom tout le temps. Et je lui ai crié que j'avais perdu sa rame, et j'ai jeté l'ancre, et j'ai ancré l'annexe, et... Juste, ouais, je criais, je ne la voyais plus. La lune ne s'était pas encore levée, et les vagues continuaient à déferler, et tu sais, je l'ai vue, je crois, 2 fois. Je lui ai lancé un coussin de flottaison qu'on utilisait sur l'annexe juste après sa chute à l'eau. Mais j'ignorais si elle l'avait attrapé ou non. Nous avons signalé la disparition du coussin aux équipes de recherche. Mais c'est incroyable à quel point une personne paraît petite dans des vagues de 2 à 3 pieds et avec des vents de 25 nœuds et... Donc après 1 heure à l'appeler, je n'aurais jamais pu entendre sa voix. Et... Un bateau à moteur est passé. Et j'ai agité la lampe torche de mon téléphone. Ils sont passés si vite qu'ils n'ont même rien vu. Et puis il y en a un autre qui s'est passé juste derrière, et environ 5 minutes après, et à ce moment-là, j'ai attrapé les fusées de détresse. J'avais 2 fusées de détresse, et... ils n'ont pas vu les fusées, je pense. Et après, je ne savais pas quoi faire. J'étais en gros... Le temps que j'ai jeté l'ancre, j'étais probablement à 1/4 ou 1/2 mile d'elle. Et à ce moment-là, j'étais un peu plus près d'un endroit où il y avait quelques maisons, et j'ai décidé que je devais aller chercher de l'aide. Mais je ne pouvais pas atteindre l'île avec une seule pagaie, et la marée m'a emporté directement. Devant la première maison, puis la deuxième. J'ai fini par dériver sur le radeau pendant de nombreuses heures jusqu'à ce que j'atterrisse sur les îles marécageuses à environ 6 km de là. Et... quelque part, et j'ai traversé, tu sais, une belle broussaille et j'ai fini dans une marina ou un chantier naval. Le garde de sécurité. Et les flics sont arrivés, vers 4 heures du matin, mais les recherches n'ont commencé qu'à 4h30. Et on n'a été déployé qu'à 5 heures. Et à ce moment-là, elle était dans l'eau depuis 8 heures. Et à minuit, je commençais déjà à paniquer. Parce que personne ne venait me chercher. Si personne ne venait me chercher, c'est que personne n'avait été blessé. Et donc, j'ai pagayé. Il n'y avait rien d'autre à faire, mais j'ai atteint l'île aussi près que possible de ce chantier naval. C'était plutôt bien fait. Voici ce que Brian aurait dit sur la possibilité que la police le surveille avant son arrestation. Les flics, bien sûr, enquêtent à fond sur moi en ce moment. Alors ils sont venus et ont attaché l'annexe. Je viens juste de récupérer l'annexe aujourd'hui et de ramener le bateau au port depuis l'endroit où il était ancré. Donc je dois installer quelques interrupteurs pour pouvoir le manœuvrer seul et mener mes propres recherches, mais je ne peux pas l'emprunter. Ouais, non, c'est toute une histoire. Mais nous avons les gardes-côtes, l'équipe de recherche et de sauvetage de Hopetown, la force de défense des Bahamas qui était mobilisée aujourd'hui et hier. Donc demain, ce sera pareil. Et encore... Je ne sais tout simplement pas. Je ne sais pas, tu sais, ça doit être demain, je suppose.
Je pense qu'ils arrêteront probablement les recherches quand le mauvais temps arrivera. Nous parlerons bientôt avec la personne ayant enregistré cette conversation et des raisons pour lesquelles ces propos n'ont pas de sens pour les plaisanciers. Les flics m'ont appelé aujourd'hui pour me demander combien de temps je resterai aux Bahamas. J'ai récupéré ma femme, et donc c'est mon objectif. J'ai annulé tout ce pourquoi nous devions rentrer à la maison et je vais renouveler mon visa et rester ici. Donc je te tiendrai au courant de ça. Mais oui, enfin... La journée, je faisais bonne figure parce qu'elle est forte. Je veux dire, elle nage régulièrement, pas une athlète ou quoi, mais elle est déterminée. Et elle dirigeait le pistolet de détresse que j'avais glissé le long d'un des flotteurs vers la poupe. Et l'annexe, j'ai pris tellement de paquets de mer dessus. J'ai écopé 5 ou 6 fois, j'ai dû vider le cockpit, mais l'intérieur aussi a été mouillé. Et donc... Tu sais, donc quand on essayait de remonter dans le bateau, le soleil se couchait quand il est tombé. Ah, c'était une clé magnétique. Nous avons parlé avec Blaine et Marnette Stevenson. C'est le couple qui a enregistré leur conversation avec Brian avant son arrestation. Ils connaissent les hookers par la communauté nautique. Voici notre échange. Qu'est-ce qui ressort? Et je sais que vous êtes tous les deux des plaisanciers chevronnés. Quand vous avez entendu l'histoire de Brian, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'il raconte s'être passé? Du point de vue d'un plaisancier, la réaction et le manque d'implication de la communauté. Comment ça? Quand une personne tombe à l'eau, chaque bateau a ce qu'on appelle un bouton homme à la mer. Je comprends qu'ils étaient sur un canot pneumatique, donc cela ne s'applique pas au canot. Mais à aucun moment un appel panne, sécurité ou Mayday n'a été lancé sur le réseau radio. Les plaisanciers locaux dans la zone n'ont pas su ce qui se passait pendant plusieurs jours. Il n'y avait pas de situation d'homme à la mer en cours. Ici, si une personne tombe à l'eau et qu'elle revient, si quelqu'un revient à un bateau ou si quelqu'un est secouru, il diffuse toujours un message de sécurité sur la radio. Et cela permet à chaque personne avec son propre canot de faire partie de l'équipe. Parce que je sais, dit-il, que Lynette est tombée à l'eau depuis le canot, puis ils ont été séparés à cause du courant. Et il est parti de son côté, puis il s'est dirigé vers Marsh Harbor, et ensuite il dit qu'il ne l'a plus revue. Quelles sont certaines des choses qui se passent une fois qu'elle tombe à l'eau, d'après ce que vous avez compris en parlant avec Brian, comme ce qui aurait pu être fait à ce moment-là en fonction de l'équipement que vous pensez qu'il avait avec lui? D'après mon expérience de navigation, je veux préciser tout de suite, et merci de l'inclure, que chaque situation est différente. Avoir des données sur les courants, vents et vagues ne signifie pas qu'elles reflètent la situation précise à ce moment-là. Je ne peux pas juger cette décision après coup. Cependant, il avait une ancre. Il dit dans l'enregistrement audio qu'il avait 2 des gilets de sauvetage requis par les gardes-côtes sous le siège. Il avait un téléphone portable. Ces eaux sont peu profondes. Le courant et le vent étaient forts cette nuit-là. Le courant allait dans le sens de la marée montante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire différemment, mais c'est facile à dire après coup. Bien sûr, et évidemment, il était le seul. Vous savez, Lynette était là, et il était là, et puis nous n'avons pas entendu beaucoup d'autres témoins. Maintenant, Il dit dans l'audio avoir tiré 2 fusées éclairantes. c'est justement ce que j'allais demander. Il m'a dit avoir tiré 2 fusées éclairantes. Ça, ça m'a immédiatement poussé à contacter un réseau de plaisanciers pour savoir qui avait vu les fusées éclairantes. Nous ne prenons pas ça à la légère. En voyant une fusée éclairante, tous allument la radio, font passer l'information et se rendent à l'endroit d'où elle semble provenir. C'est comme entendre un enfant crier à l'aide dans un parc. Bahama News signalant qu'aucune fusée éclairante n'a été tirée. Vous avez mentionné son pistolet de détresse, il a tiré 2 fusées éclairantes. Vu leur position et l'endroit où il dit que Lynette est tombée à l'eau, je sais qu'il tentait de rejoindre Soulmate amarré à une bouée. À quel point pensez-vous qu'ils étaient proches de l'endroit où se trouvait Soulmate? D'après les cartes, là où il a placé son repère sur No Foreign Land, et là où cela correspondait avec la carte Navionics qu'il m'a partagée. Ils étaient à moins d'un demi-nœud de leur bateau et un nœud, donc à moins d'un demi-mille.
Il a cité dans l'enregistrement, il pensait qu'il y avait environ milliards entre le bateau d'où il est tombé à l'eau et leur bateau. Et où? Parce que je sais qu'il y a une zone de mouillage comme là où se trouve Soulmate, mais là où ils étaient, même si tu es à un demi-nœud de distance, c'est quand même un endroit où tu n'es pas vraiment en pleine mer et une fusée de détresse ne serait pas trop loin pour que quelqu'un la voie. C'est exact. C'est exact. Si tu consultes les cadres de la zone et que tu regardes cet endroit en particulier, on l'appelle un plateau. C'est un mouillage abrité. Un abri sûr. On le décrit comme un abri sûr. Oui, Et je sais qu'on parlait tout à l'heure de Starlink, qui peut te donner une connexion incroyable, même dans certaines des régions les plus reculées du monde. Tu sais, beaucoup de plaisanciers l'ont. Qu'est-ce qui t'a marqué? Je sais qu'il a dit qu'il avait un téléphone portable sur lui qu'il utilisait comme lampe. Qu'est-ce qui t'interpelle simplement dans le fait qu'il avait un téléphone portable et un Starlink attaché à son bateau? Starlink. Je me demande, mais certains jours notre Starlink est accessible depuis la côte, ce qui ne me plaît pas. Nous l'avons laissé sans mot de passe un moment. Ma femme essayait de faire quelque chose, mais nos connexions étaient lentes. En vérifiant notre réseau, nous avons vu que 26 personnes sur la plage utilisaient notre Starlink. Donc dans de très bonnes conditions, ça peut aller assez loin. Cependant, il mentionne de mauvaises conditions météorologiques, ce qui limiterait probablement la connexion satellite et sa portée. Mais j'espère qu'au moins, nous avons retenu de cela que chaque téléphone, qu'il ait une carte SIM ou non, permet de passer un appel d'urgence, Um, SOS sur iPhone, appel d'urgence sur Android. um, Et vous pouvez toujours passer ces appels en cas d'urgence, même si vous n'avez pas de carte SIM. Et il a dit qu'il n'avait pas fait ça, qu'il n'avait pas passé cet appel ou quoi que ce soit de ce genre, pas une seule fois. Vous savez, he with did what not he says address that. happens. Il ne l'a pas abordé. Il a parlé du fait de ne pas avoir de carte SIM et que c'était un échec, mais il n'a pas spécifiquement dit s'il avait tenté ou non de passer un appel au 911 ou au 919. Enfin, je veux dire eux. Et d'après ce que je peux voir, c'étaient des plaisanciers très expérimentés, vu certains des trajets qu'ils étaient capables de faire. Avez-vous été surpris qu'ils disent qu'ils auraient pris un canot pneumatique dans ces conditions, même juste pour rentrer de l'Abacoïne? Non, le mieux pour expliquer, c'est comme ici dans les années 80. On savait qu'il fallait mettre sa ceinture, mais ce n'était pas obligatoire. Enfin, je te garantis que si on reste ici, 3 canaux pneumatiques passeront derrière nous sans gilet de sauvetage. On vient juste de publier une vidéo expliquant pourquoi on est impliqué, pourquoi on s'est mêlé à cette histoire. Et pendant cet enregistrement, 2 canaux pneumatiques sont passés derrière nous, des gens sans gilet de sauvetage. À la Bacoïne, on ne dort pas. Je comprends que la météo n'était pas si mauvaise, mais partir, retourner à son bateau et essayer de s'en sortir, c'est compréhensible. On croit toujours qu'on est plus fort qu'on ne l'est vraiment. Et si tu compares ça à la terre ferme aussi, tu sais, t'emmènes ta femme dîner, il fait beau et ensoleillé, puis quand tu ressors, il y a une tempête de neige ou il pleut des cordes ou autre chose. Tu ne vas pas rester au restaurant, tu vas rentrer chez toi. Oui, les conditions ne sont peut-être pas idéales. Tu ne t'y attendais peut-être pas, mais tu dois rentrer chez toi. Donc, à moins que ce soit un ouragan, et dans ce cas, je ne m'attendrai pas à ce que qui que ce soit dehors. Tu vas juste rentrer chez toi et espérer que tout se passe bien. À ce sujet, je sais que vous avez enregistré une conversation avec Brian. Combien de temps après qu'il ait dit que Lynette était entrée dans l'eau, avez-vous réellement pris contact avec lui et eu ces conversations que nous avons entendues? Lundi soir à 22h05. Et à quel moment dans cette conversation, ou plutôt pourquoi avez-vous, en lui parlant, décidé que c'était, vous savez, qu'il fallait l'enregistrer et en quelque sorte, vous savez, continuer à documenter ce qu'il disait? Pour aider. De notre point de vue, notre ami a disparu. Son mari n'a pas dormi depuis 26 heures, il a traversé une mauvaise tempête. Il essaie de transmettre ce qu'il sait. Je vais donc vous montrer ici. Nous l'avons toujours depuis cette nuit-là. Il commençait à énumérer tout et j'écrivais tous les endroits sur un tableau blanc. Et vous ne voulez pas que quelqu'un qui traverse une tragédie ait à raconter son histoire 2 ou 3 fois. Nous avons donc commencé à l'enregistrer pour bien noter les noms des lieux mentionnés. Et si vous écoutez l'audio jusqu'au bout, à la fin de l'enregistrement,
J'avais pris les endroits qu'il avait mentionnés et je lui donnais des schémas de recherche basés sur la marée et le courant que j'avais pu trouver. Et c'était ça. Mon objectif était de continuer à l'aider parce que je voulais revenir en arrière. Et oui, nous avons enregistré parce que nous voulions pouvoir y revenir. Cartographier l'endroit et l'aider à rejoindre son groupe WhatsApp et aider à coordonner les recherches et les secours, hein, pour dire, d'accord, cette île a déjà été fouillée. Cette île a déjà été fouillée. Voilà ce que nous voulons encore maintenant. Nous ne savons pas quelles îles ont été fouillées. Nous ne savons pas comment envoyer des plaisanciers pour aider en ce moment. Je comprends que la plupart des gens ont abandonné et pensent que cette situation est terminée. Mais chaque année, on entend l'histoire de quelqu'un qui s'en sort contre toute attente. Si quelqu'un peut s'en sortir, c'est Linette. Donc en ce moment, il y a des plaisanciers dans la région qui peuvent fouiller les îles. Et pour info, nous ne sommes jamais allés aux Abacos avec notre bateau. Donc, quand il énumère ces endroits, nous ne savons pas exactement où ils se trouvent. Encore une fois, essayer d'obtenir plus de détails comme où est-ce était compliqué, donc il était plus simple de l'enregistrer. Comme ça, on pouvait revenir en arrière et regarder ces endroits et, comme il l'a dit, les situer sur une carte et comprendre où ils se trouvent et quelles sont les meilleures façons d'aider. Ça sauve aussi le mariage. Elle ne dit plus «je croyais qu'il avait dit ça» et moi je croyais qu'il avait dit autre chose. Pas quand la vie de quelqu'un est en jeu. C'était justement pour ça qu'on enregistrait. Et je sais qu'il y a eu, je veux dire, du point de vue des médias, énormément d'attention sur leurs relations, beaucoup d'attention sur l'enquête criminelle. D'après ce que vous comprenez en discutant avec les plaisanciers, la recherche de Lynette se poursuit car on ignore ce qui s'est passé. Je sais qu'il a dit que la dernière fois qu'il l'a vue, elle nageait au loin. Et puis, après ça, on ne sait pas où elle est allée, ni ce qui s'est passé là-bas. D'après ce que vous comprenez, quel genre de recherche entendez-vous de la part des gens, peut-être aux Bahamas, sur ce qui se passe en ce moment pour essayer d'éclaircir cette partie de l'histoire? Je n'ai aucune raison de penser que les Bahamas ne font pas de leur mieux. Et ce n'est jamais le rôle de la police de nous dire ce qu'ils font. D'accord? Donc moi, en tant qu'ami, ça me contrarie de ne pas avoir d'informations. Mais je m'en fiche que tu crois ou non l'histoire de Brian. Choisis une de ces pistes, tiens-t'y et va chercher sur une île que tu juges plausible. Si tu crois que l'histoire de Brian est crédible, alors avec les cartes, tu peux voir où elle est entrée dans l'eau et dans quelle direction les marées sont allées. Allons chercher sur les îles où elle a pu dériver. Si tu ne crois pas à l'histoire de Brian, va vérifier son AIS, va vérifier son No Foreign Land, essaie de comprendre où ils étaient depuis la dernière fois qu'elle a été vue. C'était le 1er avril à Spanos, d'après ce qu'on sait, et commence à chercher à partir de là. Mais cherche, aide, d'accord? Si tu es dans la région, prends une demi-heure sur tes vacances. Et marche sur la plage. Tu sais, notre plus grande peur, c'est que Linette soit retrouvée trop tard alors qu'elle était vivante en atteignant la rive, mais que tout le monde avait déjà abandonné. Je sais que tu as mentionné le 1er avril car nous avons appelé la Bacocine, mais ils refusent de parler de l'affaire. Je pense qu'ils ont reçu de nombreux appels. Je parle seulement des conversations sur leur localisation à ce moment-là. Quelles informations as-tu, que ce soit sur l'auberge, où je sais qu'ils étaient aux Bahamas depuis, je crois, plusieurs semaines? Est-ce qu'il t'a dit autre chose qui t'a marqué à propos de leur localisation avant ce qui s'est passé la nuit du 4? Il est allé à Great Nguana chez Philippe Scuba Tanks. Ça m'a marqué? Non. Brian dit la vérité ou il ne la dit pas. C'est ainsi qu'il faut voir les choses pour les recherches et le sauvetage. Si Brian dit vrai, il faut couvrir la zone où Brian a dit qu'elle était entrée dans l'eau. S'il ment, je ne croirai pas ses paroles. J'utiliserai ses traces sur NFL et AIS pour savoir où ils étaient les jours précédents. Donc, dans tous les cas, on pourra comprendre et reconstituer les faits. Il y a trop de technologies disponibles et elles sont accessibles au public. Il faut juste informer les gens qu'il existe une trace AIS. Il existe aussi une trace No Foreign Land. Très bien, tu veux dire qu'il a fait quelque chose de louche, mais ne baissons pas les bras pour autant. Évidemment, il n'est pas doué pour ça. Allons chercher quelqu'un qui est coincé quelque part. Si tu le crois et que tu dis que c'est une bonne personne et qu'elle est tombée à l'eau ici, très bien. C'est une bonne nageuse. Allons la retrouver. Retrouvons Linette. On pourrait passer 10 ans à spéculer et à engager des poursuites judiciaires. Actuellement, une personne a disparu dans l'eau et on semble se focaliser sur le fait qu'ils avaient une mauvaise relation ou non. En ce qui concerne le moteur, je sais que c'était un moteur hors bord sur ce canot pneumatique d'environ 2,60 m.
Et beaucoup de gens se posent des questions sur les clés et comment elle a fait, et je ne sais pas si ça dépend du modèle. Et si tu connais ce modèle-là, je sais que tu en as un peu parlé au téléphone. Y a-t-il quelque chose qui t'interpelle sur le fait que les clés seraient tombées à l'eau avec elle et sur la façon dont cela aurait pu arriver? Oui, c'est un moteur électrique. Il fait 3 chevaux, c'est tout petit. Mais l'aimant au-dessus est posé sur leur moteur. N'importe quel remue-ménage sur ce bateau, qu'il soit accidentel ou non, pourrait facilement faire tomber un aimant. Si une vague est assez forte pour envoyer Linette à l'eau, il y a de fortes chances qu'elle puisse aussi faire tomber cet aimant du moteur. Ce n'est pas un hors-bord normal, c'est un aimant. C'est ainsi que ça démarre. Ce n'est pas une clé de voiture, mais simplement un aimant posé au-dessus. Ils peuvent rencontrer de très mauvaises conditions sur l'eau, même sans être attachés à l'appareil, contrairement à un jet ski où la clé peut être au poignet. Ce n'est pas ce qui se serait passé avec ce moteur, parce que je sais qu'il a aussi parlé d'un sac étanche qui était avec elle et qu'il a dit être tombé à l'eau aussi. Y a-t-il quelque chose à ce sujet, dans la mesure où il ne semble même pas que dans la zone d'ancrage où ils étaient, cette pièce à conviction ait été retrouvée? It hasn't been found. À notre connaissance, elle n'a pas été retrouvée. Mais encore une fois, je veux dire, Nous sommes à Saint-Martin et la police a été très discrète, ce que je ne critique pas. C'est leur enquête. Il y a de fortes chances qu'il l'ait, nous ne savons pas. Quant à savoir s'il est étrange ou non qu'il y ait une clé de rechange pour l'annexe dans son sac étanche, d'après mon expérience, encore une fois, chacun est différent. J'ai une clé de rechange dans ma banane que je porte sur moi. Donc pour moi, ce n'est pas si étrange qu'elle ait potentiellement une autre clé avec elle. Il n'est pas étonnant que je découvre ça seulement aujourd'hui. C'est ça, je ne le savais pas. right. Le sac étanche vert, ce que je veux préciser pour tout le monde, c'est que c'est un sac étanche vert citron. Il va chercher un exemple. C'est cette taille-là, juste ici. D'accord. Si vous trouvez ceci, prévenez les autorités. La sienne est vert vif par contre, la nôtre est jaune. D'accord. C'est vert citron. Elle serait enroulée. Enroulée, elle devient imperméable, d'où le nom de sac étanche. Elle retiendrait l'air et flotterait. À quel moment de votre conversation avec lui, je sais aussi qu'il y a eu des commentaires sur les fusées éclairantes, peut-être le Starlink. Quand ces éléments ont-ils commencé à te sembler être des signaux d'alerte dans son récit? Je ne sais pas actuellement s'il y a des signaux d'alerte. Évidemment, j'ai dit au début que je ne sais pas si j'aurais tout géré de la même façon que lui. Il dit dans son récit qu'il a tout mal fait en ce qui concerne la façon dont il a géré la situation qu'il a décrite. Les signaux d'alerte, pour moi, c'est la façon dont la police a géré la situation depuis le début. L'absence de diffusion radio pour une personne disparue, le manque d'implication de la communauté pour retrouver une personne, l'absence de publication d'un rapport de disparition. Le signal d'alerte, c'est qu'ils se sont concentrés sur Brian qui a été arrêté. Ils semblent avoir plus d'informations que moi. Le premier vrai signal d'alerte pour moi, c'est quand la presse bahaméenne ont annoncé qu'aucune fusée de détresse n'avait été tirée. Ils ont retrouvé son canot pneumatique. Ils ont fouillé son canot pneumatique. Le matériel de sécurité était présent et aucune fusée n'avait été tirée. C'est tout pour ce qui est de chipoter son histoire et de dire « mince, tu as fait ça ». Tu sais, hein, comme se taper le front en voyant comment il a géré la situation, même avant qu'on sache que c'était Linette. Mais encore une fois, c'est impoli de faire ça à n'importe quel plaisancier, encore moins à ton ami de jouer les donneurs de leçons sur la pire nuit de leur vie. C'est ça, et c'est le seul, tu sais, à ce moment-là, et bien sûr Linette aussi, qui sait vraiment ce qui s'est passé d'après toi, parce que s'il arrive à Marsh Harbor et prévient quelqu'un qu'il trouve à la marina de ce qui s'est passé, je veux dire, tu imagines passer la nuit, 7 heures à pagayer sans savoir, excuse-moi, où tu vas finir, et puis il finit par arriver à cette marina en disant simplement, hé, elle est tombée à l'eau, qu'il pourrait y avoir une présence plus importante lors d'une opération de recherche et de sauvetage que ce qu'on a vu ou du moins compris jusqu'à présent. Ça ne semble pas avoir été très médiatisé.
Et si vous écoutez ceci depuis les services de recherche et de sauvetage et la police des Bahamas, je comprends que vous avez vos raisons d'agir comme vous le faites. Vous m'avez demandé quel était mon signal d'alarme. C'était le premier signal d'alarme pour moi. Ils ont sûrement une raison pour leur gestion, c'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent, je ne juge pas. Je connais le point de vue des locaux et nous sommes en contact avec beaucoup de locaux qui nous aident en ce moment. Ils sont frustrés quand nous venons là-bas et que nous causons des remous, que cela devient une actualité nationale et qu'ils finissent par être mal vus. Ce n'est pas notre intention. Toutes les personnes du réseau Coconut avec qui nous avons parlé localement ont été formidables, nous ont aidés et ont rassemblé des informations pour nous que nous avons pu transmettre à d'autres. Mais oui, je dirais que la réponse n'était pas adaptée à la situation. Et est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué ou quelque chose que vous voulez que les gens sachent à propos de ce couple, de votre relation avec eux, de ce que vous savez sur eux, ou simplement à propos de ce que vous entendez sur cette situation? Je sais que la communauté des plaisanciers est très soudée parce que vous passez votre vie sur l'eau et que vous veillez les uns sur les autres. Ce que je voudrais que les gens sachent, c'est que si vous vous sentez concerné et que vous voulez vous impliquer, si vous suivez l'actualité et que vous cherchez des réponses, ça va peut-être paraître idiot, mais allez dans la section des commentaires. D'accord. Des plaisanciers ancrés derrière lui peuvent vous renseigner sur la météo, les conditions habituelles et fournir des informations. Nous rencontrons chaque jour des personnes qui se manifestent et nous pouvons confirmer qui elles sont, le nom de leur bateau et qu'elles étaient présentes à ce moment-là, sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Donc si vous voulez aider, impliquez-vous, allez fouiller une île. Il y a un passionné quelque part qui peut tracer les courants et les trajectoires du vent. Certains comme nous peuvent tout regrouper sur une carte et aider. Je ne veux pas que les gens abandonnent parce qu'il est en garde à vue et qu'ils pensent qu'il est coupable. Ce n'est pas le moment pour ça. Il y a une chose que j'aurais dû demander plus tôt. Quelle est la profondeur dans la zone autour de son bateau? Son bateau est ancré dans une eau de 2 à 3 mètres de profondeur. Toute cette portion-là varie dans ses profondeurs. La zone maritime de la baie d'Abaco, entre Lovers et Abaco, a une profondeur comprise entre 1 et 3 mètres. J'étudiais la carte vers la partie sud. Il y a une zone qui fait 13. Et en allant vers Hopetown, il y a quelques zones qui sont entre 13 et 15, mais c'est un plan d'eau très peu profond. Donc, il y a certaines zones où à marée basse, il y a en fait des bancs de sable qui se forment. Donc, je veux dire, c'est assez peu profond pour que ces bancs puissent se former quand la marée descend. Il y a donc aussi beaucoup de zones très peu profondes. Donc là où elle serait potentiellement, il dit entrer dans l'eau. On ne parle pas d'un endroit très profond à cet endroit-là. Tu peux sortir la photo? Je pense, exactement. Je pense que ça dit 1,40 m. 1,40 m. Oui, je crois que c'est ce qui est indiqué sur son repère. Je vais sortir la photo qu'il a envoyée. Donc ce n'est pas profond du tout. Je veux dire, c'est, vous savez, pour certaines personnes. Si vous atterrissez dans l'eau, Et cela signifie, comprenez que les cartes montrent la marée basse moyenne. Et il était 19h30. La marée haute était à 22h ce soir-là. Donc, si c'est 46 et que l'amplitude de la marée est de 2 pieds ce jour-là, cela fera 6 pieds. Vous savez, ça indique entre 43 et 72. entre 43 et 72 selon l'endroit où elle est tombée. Donc ça correspond à la marée basse moyenne. Donc ajoute 1,6, c'est ceux qu'ils ont dit que l'amplitude de la marée était cette nuit-là à ces chiffres. Et puis même avec, tu sais, le type de vent auquel il faisait face, genre des vents de 18 à 20 nœuds. Tu sais, mais ça reste quand même une situation de nage très difficile. Mais je veux dire, elle avait l'air d'être une personne très en forme, qui nageait bien dans l'eau. Je ne peux pas juger comment quelqu'un gère de telles eaux agitées après coup. Mais je suppose, est-ce que ça t'a marqué, que ce n'est pas... Tu sais, je pense que pour certaines personnes qui regardent cette histoire de l'extérieur, elles pensaient que l'eau était peut-être beaucoup plus profonde, peut-être jusqu'à 2 mètres de profondeur. Dans le monde du nautisme, je suppose que si tu es sur la terre ferme, tu as tendance, si tu n'es pas du milieu nautique, à penser que les profondeurs sont vraiment importantes si c'est au-dessus de ta tête, non? Comme le grand bassin d'une piscine. Ici, moins de 6 mètres de profondeur est considéré comme peu profond. Um, Être aussi près de la Terre, c'est peu profond,
et ça nous semble sûr. Si tu veux demander ce qui ressort, oui, on est tous tombés en panne d'essence, surtout lui avec sa voiture électrique. Je suis sûr qu'il est déjà tombé en panne de batterie, qu'il a mal calculé ce qu'il lui restait dans ses batteries. Il a sûrement pagayé dans cette annexe plusieurs fois. La séparation et la vitesse à laquelle il a dit que ça s'est produit, je n'arrive pas à les reproduire. Mais je n'étais pas là cette nuit-là, dans ces circonstances. Bien sûr. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais que j'ai demandé s'il y avait quelque chose que j'avais manqué, mais juste pour vous qui les connaissiez, et maintenant vous vous retrouvez dans cette situation où c'est, vous savez, une histoire aussi importante, et il y a évidemment cette inquiétude sur l'endroit où se trouve Lynette. Brian est toujours en garde à vue pendant qu'on enregistre ceci. Comment ça s'est passé pour vous deux alors que tout cela se déroule? Ah, pour moi, je dirais que c'est extrêmement frustrant dans le sens où je ne sais pas. S'il y a bien une leçon à tirer de cette situation, c'est qu'il ne faut pas juger les gens trop vite. En lisant les commentaires, certains disent qu'il est coupable, d'autres non. Certains le croient, d'autres pas. On évoque l'absence de gilet de sauvetage et c'est quoi la clé de l'annexe? On peut faire marcher une annexe sans clé. Vous savez, toutes ces choses-là, ce n'est pas constructif. Et si les gens avaient commencé à se concentrer davantage sur la possibilité de fouiller différentes îles ou simplement à savoir que tout cela se passait, à communiquer entre eux, je pense qu'on aurait pu obtenir de meilleurs résultats plus rapidement. Plutôt que de se préoccuper d'une affaire judiciaire en 2005. Donc, et comme tout le monde continue de nous appeler les expertes. Je ne me sens pas du tout experte en ce moment. Mais il y en a probablement 600 sur ces îles en ce moment sur leur bateau. Oui, et j'ai l'impression que tout le monde ne se concentrait que sur «Oh, eh bien, on a ce document du tribunal, ou qu'est-ce que tu en penses? Tu le crois coupable ou innocent?» À ce moment-là, le lundi ou le dimanche matin, quand ça a été rapporté, ça n'aurait pas dû être le centre de l'attention. Il y a un juge et un jury qui vont examiner tout ça. Il y aura un documentaire Netflix, tout le tralala, mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, Ce n'est pas nécessaire. Elle a remarqué que tout disparaît. Et la quantité de ressources qui sont dépensées à l'attendre devant le tribunal, ce sont des ressources qui pourraient être utilisées pour fouiller les îles, non? Oui. si les chaînes d'information, les présentateurs, les groupes de presse ou les journalistes, peu importe le nom, acceptent de payer pour envoyer des gens attendre des heures devant un tribunal, pourquoi ne pas envoyer plus de personnes pour chercher vraiment? Ce serait une belle histoire si vous étiez la chaîne qui l'a retrouvée. Oui, eh bien merci à vous deux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu demandes ce qui nous frustre, le voir fonctionner en temps réel avec notre ami. Non, je ne peux pas, je l'entends. Ouais, je veux dire, Je pense qu'on peut tous prendre du recul et dire «Oh, vous savez, les infos sont des vautours». Au moins, les vautours trouvent un corps. je pense que c'est un bon point parce que tu sais aussi par rapport à ce que tu as dit plus tôt, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et puis on pourrait penser, tu sais, qu'une fois l'alerte lancée, qu'elle a disparu et que ce soit parce qu'elle est tombée par-dessus bord. Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'histoire de Brian, vrai ou non, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'attention portée à l'endroit où elle se trouve. En ce qui concerne la personne aux Bahamas, c'est ce que nous savons. Une personne a une histoire. 50% des gens ne croient pas à cette histoire. Allez retrouver cette personne disparue. Et si je peux me permettre, je veux dire, je sais que vous les connaissiez à travers, disons, la communauté nautique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager sur le genre de personnes qu'ils étaient ou sur leur personnalité, sur qui ils étaient en tant que personnes? Lynette est très créative, elle est très drôle, pleine d'esprit et déterminée. On a beaucoup parlé de couture. Croyez-le ou non, il y a en fait énormément de projets de couture à faire sur un bateau, que ce soit des voiles, des housses de voile ou des protections de fenêtres, et aussi beaucoup de recettes de cuisine. Et c'était tout simplement une personne très amusante. Ils étaient des gens très généreux. Il y a eu quelques fois où, en tant que plaisanciers, beaucoup d'entre nous n'ont pas de voiture. Et ils ont eu la gentillesse de nous prêter leur voiture à un moment donné pour que nous puissions faire des courses plus facilement.
Donc, oui, nous avons acheté des bouteilles de plongée et ils ont fini par en acheter aussi. Donc, pour compléter ce que tu as dit, tu sais, elles nagent très bien. Ils ont tous les 2 leur certification de plongée et sont capables de faire de la plongée sous-marine. Ils sont très autonomes et tu sais, ce sont de bons navigateurs dans le sens où ils savent gérer beaucoup de choses eux-mêmes sur le bateau. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Et ma relation avec Brian était principalement technique. Tu sais, en tant que navigateur, on a toujours un problème électrique ou mécanique, tu vois? Et je l'appelais, je lui disais: «Hé, tu sais, tu as déjà eu ce genre d'expérience? Ma pompe à eau fait ça. Qu'en penses-tu?» Il m'appelait pour installer des panneaux solaires et voulait mon avis. De le fixer sur le côté du bateau. Tu sais, hein, de ce côté-là, il n'y a rien de remarquable. Ouais, merci à vous deux d'avoir parlé avec nous. Je sais que ce n'est pas une période facile. Et vous savez, je sais que votre amie a disparu et j'espère qu'on trouvera des réponses sur l'endroit où elle se trouve. Gardons espoir, vous savez, qu'elle est toujours là quelque part et qu'on pourra la retrouver. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous sommes également en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.